Imaginez la scène. Nous sommes le 20 juillet 1402, dans les plaines brûlantes d'Anatolie, près de la ville d'Ankara. Le soleil de midi frappe sans pitié une mer d'acier et de chair qui s'étend jusqu'à l'horizon. Deux des plus grandes armées que le monde médiéval ait jamais vues sont sur le point de s'affronter. D'un côté, Tamerlan, le conquérant boiteux, le fléau de Dieu, l'homme qui a bâti des pyramides de crâne de l'Inde à la Méditerranée. De l'autre, Bayezid Ier, le sultan ottoman qu'on surnomme Yıldırım, l'éclair, celui qui a failli étrangler Constantinople et qui rêve de conquérir Rome. Entre ces deux titans, coincés par le destin et les serments, se trouvent 5000 cavaliers serbes. Ils n'ont pas choisi d'être là. Leur pays a été vaincu 13 ans plus tôt, leur prince transformé en vassal, leur armée en outil de conquête pour un empire étranger. Mais ils sont là quand même, et à leur tête chevauche un homme de 35 ans aux yeux gris et au visage marqué par des années de guerre. Son nom est Stefan Lazarević. Et dans les heures qui vont suivre, il va accomplir l'un des actes de bravoure les plus extraordinaires et les plus tragiquement ironiques de l'histoire militaire médiévale. La bataille d'Ankara commence mal pour les Ottomans. Leurs alliés tatars, ces tribus turkmènes qui formaient l'aile gauche de l'armée, reconnaissent leurs cousins dans les rangs de Tamerlan et changent de camp en plein combat. C'est une trahison massive, catastrophique, qui déchire le flanc de l'armée ottomane comme une plaie béante. Le chaos s'installe. Les lignes ottomanes vacillent, puis commencent à se désintégrer. Les janissaires, cette infanterie d'élite qui n'a jamais reculé, sont encerclés et massacrés par vagues. Le sultan Bayezid, depuis son poste de commandement sur une colline, voit son empire s'effondrer devant ses yeux. Et c'est à ce moment précis, alors que tout semble perdu, que Stefan Lazarević fait quelque chose d'insensé. Il charge. Pas vers l'arrière, vers la sécurité et la fuite comme le font des milliers d'autres soldats ottomans. Non. Il lance ses 5000 cavaliers serbes directement vers le centre de l'armée de Tamerlan, vers les gardes personnels du conquérant lui-même. Pourquoi ? Pourquoi un prince chrétien, vassal forcé d'un sultan musulman, risquerait-il sa vie et celle de ses hommes pour sauver son oppresseur ? La réponse à cette question est aussi complexe que l'homme lui-même. Et pour la comprendre, nous devons remonter le temps, traverser des décennies de sang, de trahison et de survie, jusqu'au moment où le monde de Stefan Lazarević s'est effondré pour la première fois. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez ce genre de récit sur les destins oubliés de l'histoire, prenez un instant pour vous abonner et laissez un pouce bleu. Chaque abonnement aide la chaîne à continuer de déterrer ces vies incroyables que les manuels scolaires ont tendance à ignorer. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir que nous explorons ensemble ces destins anciens depuis les quatre coins du monde. L'histoire de Stefan Lazarević est celle d'un homme qui a vécu entre les mondes. Chrétien servant un sultan musulman. Vassal qui a accumulé plus de pouvoir que beaucoup de rois libres. Guerrier qui combattait pour ses ennemis tout en préparant secrètement la résurrection de sa nation. Poète et intellectuel qui écrivait des méditations philosophiques entre deux campagnes sanglantes. C'est aussi l'histoire d'un choix impossible répété 1000 fois. Comment survit-on quand la survie exige de servir ceux qui ont détruit tout ce que vous aimiez ? Comment préserve-t-on son honneur quand l'honneur semble exiger le suicide ? Comment construit-on un avenir quand le présent appartient à vos conquérants ? Stefan Lazarević a trouvé des réponses à ces questions, des réponses qui lui ont permis non seulement de survivre, mais de transformer son pays dévasté en l'un des États les plus prospères des Balkans. Et ironiquement, il l'a fait en devenant le serviteur le plus loyal, le plus efficace et le plus redouté de l'Empire ottoman. C'est l'histoire du dragon qui servait le sultan. Pour comprendre Stefan Lazarević, nous devons d'abord comprendre ce qu'il a perdu. Car Stéphane n'est pas né dans un petit pays marginal luttant pour sa survie. Il est né dans les derniers rayons d'un empire qui avait été, pendant un bref moment glorieux, la puissance dominante des Balkans. La Serbie du XIVe siècle était une success story médiévale extraordinaire. Sous la dynastie des Némanjiques, ce royaume slave avait grandi de génération en génération, absorbant des territoires, accumulant des richesses, développant une culture raffinée qui rivalisait avec Byzance elle-même. Le sommet de cette puissance avait été atteint sous Stéphane Duhan, qui régna de 1331 à 1355. Duhan était l'Alexandre le Grand des Serbes. En moins de 20 ans, il avait conquis la Macédoine, l'Épire, la Thessalie, une grande partie de l'Albanie et de la Grèce. En 1346, il s'était couronné empereur des Serbes et des Grecs à Skopje, une prétention audacieuse qui signifiait qu'il se voyait comme le successeur légitime de Byzance. Et ce n'était pas une prétention vide. L'empire de Duhan était vaste, riche et sophistiqué. Sa capitale, d'abord à Prizren puis à Skopje, brillait de monastères aux fresques somptueuses, de palais où se croisaient des diplomates de toute l'Europe, de marchés où s'échangeaient les soies de Chine et l'argent des mines serbes.
Le Code de Duan, promulgué en 1349, était l'une des législations les plus avancées de l'Europe médiévale, un système juridique complet qui régissait tout, des droits de propriété aux procédures criminelles. Les mines d'argent de Novo-Brdo et de Srebrenica produisaient une richesse fabuleuse qui finançait armée et construction. L'Église orthodoxe serbe, élevée au rang de patriarcat en 1346, donnait à la nation une identité spirituelle distincte. Quand Duan est mort en 1355, probablement empoisonné, son empire s'étendait de la Sève au golfe de Corinthe. Constantinople elle-même semblait à portée de main. Les chroniqueurs grecs tremblaient à l'idée de ce que ce barbare slave pourrait accomplir. Mais les empires bâtis par un seul homme s'effondrent souvent avec lui. Et l'empire de Duan s'est effondré spectaculairement vite. Son fils, Stéphane Urové, était un homme faible et indécis, totalement incapable de contrôler les nobles ambitieux que son père avait maintenus par la terreur et le charisme. En moins de 10 ans, l'empire s'est fragmenté en une mosaïque de principautés rivales, chacune dirigée par un seigneur qui se comportait en souverain indépendant. La Macédoine est passée sous le contrôle des Manjavi, une famille de parvenus brutaux. Le Kosovo et la Serbie centrale ont été disputés entre plusieurs factions. La Bosnie, théoriquement vassale, a cessé toute obéissance. Les Albanais se sont soulevés dans les montagnes. Les Grecs ont récupéré la Thessalie. Quand Stéphane Urové est mort en 1371, sans héritier, la lignée des Némanjiques s'est éteinte. L'empire de Duan n'existait plus. À sa place ne restait qu'un chaos de petits États se disputant les dépouilles, totalement incapables de percevoir la menace mortelle qui montait du sud-est. Cette menace avait un nom, les Ottomans. Les Turcs ottomans avaient traversé les Dardanelles vers l'Europe en 1354, presque au moment exact où Duan mourait. Au départ, il n'était qu'une bande de guerriers parmi d'autres, des raideurs qui pillaient et repartaient. Mais sous des sultans compétents, Mourad Ier puis Bayezid Ier, ils s'étaient transformés en une machine de conquête implacable. Leur force résidait dans plusieurs innovations remarquables. D'abord, le système du devshirme, ce ramassage d'enfants chrétiens qui étaient convertis à l'islam et formés comme soldats d'élite, les janissaires. Cette armée de fantassins disciplinés, armés d'arcs et de sabres, loyaux au sultan seul, n'avait pas d'équivalent en Europe. Ensuite, la cavalerie sipahi, des guerriers montés qui recevaient des terres en échange du service militaire, créant une aristocratie guerrière motivée par l'intérêt personnel. Puis l'utilisation précoce de l'artillerie, des canons qui rendaient obsolètes les châteaux médiévaux. Et enfin, une administration centralisée, efficace et méritocratique qui contrastait avec le chaos féodal européen. Face à cette puissance montante, les princes serbes divisés n'avaient aucune chance individuellement. Mais ils étaient trop occupés à se combattre entre eux pour s'unir contre l'ennemi commun. Le premier désastre majeur est survenu en 1371, à la bataille de la Maritsa. Une armée serbe dirigée par les frères Manjavi a tenté d'arrêter l'avancée ottomane en Thrace. L'attaque nocturne des Ottomans les a pris par surprise. Le massacre a été total. Les deux frères sont morts, leurs têtes envoyées au sultan comme trophée. La Macédoine est tombée sous contrôle ottoman. Après la Maritsa, les Ottomans ont progressé inexorablement. Sofia est tombée en 1382. Ni en 1386. La Bulgarie est devenue vassale, puis province. Les principautés serbes du sud ont été absorbées l'une après l'autre. C'est dans ce contexte de catastrophe ralentie que Stefan Lazarević est né, probablement en 1377, fils du prince Lazar Rebeljanović, l'homme qui allait tenter un dernier acte de résistance désespéré. Le prince Lazar n'était pas un Némanjique. C'était un noble de rang moyen qui avait gravi les échelons pendant le chaos de la fragmentation. Par mariage, par diplomatie et par force, il avait réussi à unifier la Serbie centrale et le Kosovo sous son autorité. Ce n'était pas l'empire de Duan, loin de là, mais c'était le plus grand État serbe restant. Lazar savait que l'affrontement avec les Ottomans était inévitable. Le sultan Mourad Ier consolidait ses conquêtes balkanes et préparait l'assaut final contre les dernières poches de résistance. La question n'était pas si la guerre viendrait, mais quand. Le prince a passé les années 1380 à préparer cette confrontation. Il a fortifié les villes, entraîné son armée, et surtout, il a tenté de forger des alliances avec d'autres puissances chrétiennes. Il a écrit au roi de Hongrie, au pape, aux Vénitiens. Les réponses ont été décevantes. L'Europe occidentale était trop loin, trop préoccupée par ses propres guerres, pour se soucier d'un prince slave lointain. Mais Lazar a réussi à rassembler une coalition balkanique fragile. Le roi de Bosnie, Teverko Ier, a envoyé des troupes. Des nobles albanais, des seigneurs valaques, même quelques Hongrois individuels se sont joints à l'effort. Ce n'était pas l'armée pan-européenne dont Lazar rêvait, mais c'était quelque chose. En juin 1389, les éclaireurs de Lazar ont rapporté que l'armée ottomane avait traversé les montagnes et marchait vers le cœur de la Serbie. Le sultan Mourad lui-même commandait,
accompagné de ses deux fils, Bayezid et Yaqub. C'était l'invasion finale. Lazare a rassemblé ses forces et marché vers le sud pour intercepter les Ottomans. Les deux armées se sont rencontrées dans une plaine du Kosovo, près de la ville de Pristina. Le jeune Stéphane, âgé d'environ 12 ans, n'était pas sur le champ de bataille. Il était probablement resté à la capitale avec sa mère, la princesse Milika, attendant des nouvelles. Mais ce qui s'est passé ce jour-là allait définir toute sa vie. Le 28 juin 1389. C'est la Saint Vitus, Vidovdan en serbe, une fête religieuse qui allait devenir la date la plus sacrée et la plus maudite du calendrier national serbe. Ce jour-là, dans la plaine du Merle, Kosovo-Polje, deux mondes se sont affrontés, et l'un d'eux a cessé d'exister. Les sources contemporaines sur la bataille de Kosovo sont frustrantes par leur imprécision et leurs contradictions. Les chroniqueurs des deux camps ont écrit après coup, colorant leurs récits de propagande et de légende. Les chiffres varient wildement, certaines sources parlent de 20 000 hommes de chaque côté, d'autres de 100 000. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les deux armées étaient à peu près égales en taille, un fait remarquable quand on considère que l'Empire ottoman pouvait théoriquement mobiliser des forces bien supérieures. Mourad avait amené le gros de son armée balkanique, les janissaires, les sipahis, les auxiliaires grecs et bulgares déjà soumis. Lazare avait rassemblé tout ce que la Serbie pouvait offrir, plus les contingents bosniaques et les divers alliés. La bataille a commencé à l'aube, selon les récits traditionnels. La cavalerie serbe, lourdement blindée dans le style occidental, a chargé les lignes ottomanes. Les premiers engagements ont été féroces, selon plusieurs sources, favorables aux chrétiens. La cavalerie lourde balkanique était un outil de choc redoutable, capable de briser les formations les moins solides. Mais les Ottomans n'étaient pas une armée ordinaire. Les janissaires au centre ont tenu bon, absorbant les charges et contre-attaquant avec leurs arcs composites. Les sipahis sur les ailes ont engagé la cavalerie serbe dans des mêlées tourbillonnantes. La bataille s'est transformée en une guerre d'usure sanglante. C'est alors qu'est survenu l'événement le plus extraordinaire de la journée, un événement qui allait transformer la bataille en légende. Un noble serbe nommé Milo Obilic ou Kobilic selon certaines sources, a réussi à pénétrer jusqu'au sultan Mourad lui-même. Les versions divergent sur comment il y est parvenu. Certains récits disent qu'il a prétendu déserter et demander audience au sultan. D'autres affirment qu'il s'est frayé un chemin par la force à travers les gardes. Ce qui est certain, c'est qu'il a poignardé Mourad, le tuant sur le champ de bataille. C'était un exploit stupéfiant, un régicide en plein combat qui aurait dû décapiter l'armée ottomane et changer le cours de la bataille. Dans la plupart des armées médiévales, la mort du commandant suprême aurait provoqué la panique et la déroute. Mais les Ottomans n'étaient pas la plupart des armées. Le fils aîné de Mourad, Bayezid, a immédiatement pris le commandement. Selon certaines sources, il a fait étrangler son frère Yaqub sur le champ pour éliminer tout rival potentiel. Puis il a rallié les troupes et repris l'offensive avec une fureur décuplée. La fin de la journée a été catastrophique pour les Serbes. Leur armée, épuisée par des heures de combat, a été débordée et brisée. Le prince Lazare lui-même a été capturé. On l'a amené devant Bayezid, qui l'a fait décapiter, peut-être sur le corps encore chaud de son père assassiné. La bataille de Kosovo était terminée. Les deux commandants suprêmes étaient morts. Mais les Ottomans avaient gagné. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. L'armée serbe avait cessé d'exister comme force organisée. La noblesse avait été décimée, ses meilleurs guerriers couchés dans la plaine du Merle ou fuyant vers les montagnes. Il n'y avait plus personne pour défendre les villes, plus d'armée pour contester l'avancée ottomane. Le jeune Stéphane, à peine adolescent, apprit la nouvelle de la mort de son père dans les jours qui suivirent. On imagine facilement la scène, les cavaliers épuisés et blessés arrivant à la capitale, les rumeurs contradictoires, puis la confirmation terrible. Son père était mort. Son pays était vaincu. Et lui, le fils aîné, était maintenant, quoi exactement? La réponse à cette question allait être négociée dans les semaines suivantes, et elle allait définir le reste de sa vie. La princesse Milika, mère de Stéphane et veuve de Lazare, s'est révélée être une femme d'une intelligence politique remarquable. Face à une situation désespérée, elle a fait le seul choix qui pouvait sauver quelque chose du naufrage, elle a négocié. Les émissaires ottomans sont arrivés avec les conditions de Bayezid. Elles étaient dures mais pas totalement destructrices. La Serbie deviendrait vassale de l'Empire ottoman. Elle paierait un tribut annuel. Elle fournirait des troupes auxiliaires pour les campagnes du sultan. Et en garantie de fidélité, le jeune Stéphane serait envoyé à la cour ottomane comme otage. En échange, la Serbie conserverait une autonomie interne. Les Lazareviques resteraient princes, gouvernant leur pays selon leurs propres lois et coutumes. L'Église orthodoxe ne serait pas persécutée. Les boyards garderaient leurs terres. C'était, en termes médiévaux, une capitulation honorable. Beaucoup d'autres nations conquises avaient subi bien pire. Mais c'était néanmoins une capitulation,
la fin de l'indépendance serbe et le début d'une relation de soumission qui durerait des siècles. Milica a accepté. Elle n'avait pas vraiment le choix. Et le jeune Stéphane, à l'âge d'environ 13 ans, a été envoyé à la cour du nouveau sultan Bayezid, l'homme qui avait fait décapiter son père. Le voyage de Stéphane vers la cour ottomane a dû être un cauchemar éveillé. Imaginez un adolescent arraché à tout ce qu'il connaissait, sa mère, son pays, sa langue, sa religion, pour être envoyé chez les meurtriers de son père. Chaque pas vers le sud l'éloignait de tout ce qui était familier et le rapprochait d'un monde totalement étranger. La cour de Bayezid était alors établie à Edirne, l'ancienne Andrinople, la grande ville thrace qui servait de capitale européenne à l'Empire ottoman. C'était un lieu fascinant et terrifiant, un creuset où se mêlaient les cultures turques, persanes, grecques et slaves dans un tourbillon de langues, de religions et de coutumes. Le statut de Stéphane à la cour était ambigu. Il n'était pas exactement un prisonnier, car il jouissait d'une certaine liberté de mouvement et était traité avec les égards dus à son rang. Mais il n'était pas non plus libre, car il ne pouvait pas partir sans la permission du sultan et sa présence servait explicitement de garantie du bon comportement de sa mère en Serbie. Ce type d'arrangement était courant dans le système ottoman. Le sultan gardait auprès de lui les fils des princes vassaux, partiellement comme otages, partiellement pour les éduquer dans les voies ottomanes, et partiellement pour avoir sous la main des prétendants alternatifs si les princes en exercice se montraient déloyaux. Stéphane a passé environ 10 ans à la cour ottomane, de 1389 à environ 1398 ou 1399. Ces années ont été formatrices d'une manière que personne, peut-être pas même Stéphane lui-même, n'aurait pu anticiper. D'abord, il a appris le turc ottoman, la langue de la cour et de l'armée. Cette compétence linguistique s'avérait invaluable plus tard, lui permettant de communiquer directement avec le sultan et ses commandants sans intermédiaire. Il a aussi appris le persan, la langue de la poésie et de la culture raffinée dans le monde ottoman, et probablement l'arabe, la langue du Coran et de la religion. Ensuite, il a été exposé à l'art militaire ottoman, le plus avancé de son époque. Il a observé comment les janissaires s'entraînaient, comment les sipahis manœuvraient, comment les généraux ottomans planifiaient leurs campagnes. Il a appris la logistique, cette science de déplacer et nourrir des armées que les Ottomans maîtrisaient mieux que quiconque en Europe. Il a aussi été témoin de la politique ottomane, un jeu brutal où les fils de sultans s'entretuaient régulièrement pour le trône, où les vizirs montaient et tombaient au gré des intrigues, où la faveur du souverain pouvait élever un homme au sommet ou l'envoyer à la mort en un instant. Et surtout, il a développé une relation personnelle avec Bayezid lui-même. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à comprendre pour une sensibilité moderne. Comment Stéphane pouvait-il nouer des liens avec l'homme qui avait fait décapiter son père? La réponse réside dans la conception médiévale de l'honneur et des relations politiques. Pour Stéphane, la mort de Lazare n'était pas un meurtre personnel de la part de Bayezid. C'était le résultat d'une bataille, un acte de guerre légitime selon les codes de l'époque. Lazare avait levé les armes contre le sultan, avait perdu, et avait subi le sort des vaincus. C'était tragique, mais c'était normal. La haine personnelle n'avait pas nécessairement sa place dans cette équation. De plus, Stéphane était un réaliste. Haïr Bayezid n'aurait rien changé à sa situation. Cela n'aurait pas ressuscité son père ni libéré son pays. En revanche, gagner la confiance et l'estime du sultan pouvait rapporter des bénéfices concrets, une plus grande autonomie pour la Serbie, des conditions de vassalité plus favorables, peut-être même une voie vers une forme d'indépendance future. Et Bayezid, de son côté, semble avoir développé une réelle estime pour le jeune prince serbe. Les chroniques ottomanes et byzantines décrivent Stéphane comme exceptionnellement intelligent, brave et loyal. Ses qualités impressionnaient Bayezid, lui-même un guerrier féroce qui valorisait le courage et la compétence au-dessus de tout. Au fil des années, Stéphane est passé du statut d'otage à celui de compagnon de confiance. Il accompagnait Bayezid dans ses campagnes, d'abord comme observateur, puis comme commandant auxiliaire. Il participait au conseil de guerre, offrant son avis sur les affaires balkanes où sa connaissance du terrain et des personnalités était précieuse. Cette intimité avec le pouvoir ottoman était à double tranchant. D'un côté, elle donnait à Stéphane une influence considérable, une capacité à plaider pour les intérêts serbes que peu d'autres vassaux possédaient. De l'autre, elle l'éloignait de son propre peuple, créait une distance culturelle et émotionnelle avec ceux qu'il devrait un jour gouverner. Les chroniques serbes postérieures, écrites dans une perspective nationaliste, ont tendance à minimiser ou à excuser cette période ottomane de la vie de Stéphane. Elles insistent sur sa fidélité secrète à la foi chrétienne, sur ses souffrances intérieures, sur son désir constant de libérer son peuple. Ces éléments sont probablement vrais, dans une certaine mesure. Mais ils ne capturent pas la complexité de la situation. Stéphane n'était pas simplement un prisonnier rêvant de liberté. Il était un acteur politique jouant un jeu subtil, accumulant du pouvoir et de l'influence dans le système qui l'opprimait, attendant le moment où il pourrait utiliser ce pouvoir pour ses propres fins. Pendant ces années à la cour ottomane, la situation en Serbie évoluait.
Sa mère Milika gouvernait comme régente, assistée par les boyards fidèles. Le pays s'adaptait tant bien que mal à son nouveau statut de vassal, payant le tribut, fournissant les troupes auxiliaires, évitant tout ce qui pourrait provoquer une intervention ottomane directe. Stéphane maintenait le contact avec sa famille par des messagers et des lettres, mais ses visites en Serbie étaient rares et toujours sous surveillance ottomane. Il était, en pratique, un étranger dans son propre pays, plus familier avec les palais d'Edirne qu'avec les monastères de sa patrie. Vers 1398 ou 1399, la situation a changé. Stéphane avait maintenant environ 22 ans, un âge adulte selon les standards de l'époque. Sa mère Milika, vieillissante, avait pris le voile monastique. Le temps était venu pour Stéphane d'assumer le pouvoir en Serbie, non pas comme prince indépendant, mais comme despote vassal sous suzeraineté ottomane. Bayezid a accepté ce transfert de pouvoir, probablement avec une certaine satisfaction. Il avait passé une décennie à former Stéphane, à s'assurer de sa loyauté, à le transformer en un outil fiable de la domination ottomane. Le jeune otage était devenu un allié, et cet allié allait maintenant gouverner la Serbie au nom du sultan. Stéphane est retourné dans son pays pour prendre officiellement le pouvoir. Mais il n'a pas eu le temps de s'installer confortablement. À peine quelques mois après son retour, Bayezid l'a convoqué pour une nouvelle campagne. Cette fois, la destination n'était pas les Balkans ni l'Anatolie occidentale. C'était Nicopolis, où la plus grande croisade depuis des siècles attendait les Ottomans. L'année 1396 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe médiévale, et Stéphane Lazarvik se trouvait au cœur même de ce tournant. Pour la première fois depuis les croisades du XIIe siècle, l'Occident chrétien avait réussi à rassembler une armée véritablement internationale pour affronter la menace musulmane. Et cette armée marchait vers les Balkans. La croisade de Nicopolis était née de la peur. Constantinople, assiégée par Bayezid depuis 1394, semblait sur le point de tomber. L'empereur byzantin Manuel II avait envoyé des appels désespérés dans toute l'Europe, implorant une intervention militaire avant que la dernière capitale chrétienne d'Orient ne subisse le sort de tant d'autres cités balkaniques. Le pape Boniface IX avait proclamé une croisade. Le roi Sigismond de Hongrie, directement menacé par l'avancée ottomane, avait pris la tête de l'effort. Et l'Europe avait répondu, pour une fois. Des chevaliers français menés par le comte de Nevers, Jean sans peur, futur duc de Bourgogne. Des contingents allemands, bohémiens, polonais. Des chevaliers de l'ordre teutonique et de l'ordre de Saint-Jean. Des Anglais, des Écossais, des Italiens. Des Valaques sous le voïvode Mircea l'Ancien, l'un des rares princes balkaniques encore indépendants. Les estimations du nombre total de croisés varient considérablement, de 20 000 à plus de 100 000 selon les sources. La vérité se situe probablement autour de 15 à 20 000 combattants effectifs, auxquels s'ajoutaient des milliers de non-combattants, servants, prêtres, prostituées et aventuriers qui accompagnaient toute armée médiévale. Cette force impressionnante a traversé le Danube au début de l'automne 1396 et a commencé à descendre le fleuve, prenant ou assiégeant les forteresses ottomanes sur son passage. L'atmosphère dans le camp croisé était à l'optimisme, voire à l'arrogance. Les chevaliers français, en particulier, étaient convaincus que les Turcs fuiraient à leur approche, comme les Sarrasins d'antan avaient fui devant les preux de Godefroy de Bouillon. Bayezid, informé de l'invasion, a levé le siège de Constantinople et rassemblé son armée avec une rapidité qui a stupéfait les observateurs occidentaux. Le surnom de Yıldırım, l'éclair, n'était pas une exagération poétique. En quelques semaines, il avait concentré une force au moins égale, probablement supérieure, à celle des croisés. Et dans cette armée ottomane se trouvait un contingent serbe commandé par Stéphane Lazarvik lui-même. Arrêtons-nous un instant pour mesurer l'étrangeté de cette situation. Stéphane était un prince chrétien, héritier d'une dynastie qui s'était battue contre les Ottomans à Kosovo. Son père avait été décapité par l'homme qu'il servait maintenant. Et pourtant, il marchait aux côtés de ce même sultan contre une armée de coreligionnaires venus libérer les Balkans de la domination musulmane. Pour un esprit moderne, c'est presque incompréhensible. Pour Stéphane, c'était simplement la réalité de sa situation. Il était vassal de Bayezid. Il avait prêté serment de loyauté. Son peuple était otage de ce serment. S'il refusait de servir, s'il rejoignait les croisés, les représailles sur la Serbie seraient apocalyptiques. De plus, et c'est un point que les récits nationalistes ultérieurs ont tendance à ignorer, Stéphane n'avait pas nécessairement de sympathie particulière pour ces croisés occidentaux. L'Église catholique romaine était en conflit théologique permanent avec l'Église orthodoxe. Les Hongrois de Sigismond avaient leurs propres ambitions sur les territoires serbes. Une victoire croisée n'aurait pas signifié la liberté pour la Serbie, mais simplement un changement de maître, peut-être pire que le premier. Les deux armées se sont rencontrées près de la forteresse de Nicopolis, sur le Danube, le 25 septembre 1396. Ce qui s'est passé ce jour-là reste l'un des désastres militaires les plus spectaculaires de l'histoire européenne. Le problème des croisés n'était pas le manque de courage.
C'était le manque de discipline et de coordination. L'armée était une coalition disparate sans véritable chaîne de commandement unifiée. Sigismond de Hongrie était théoriquement le chef, mais les chevaliers français refusaient de reconnaître son autorité et exigeaient de mener l'avant-garde. Le matin de la bataille, Sigismond a proposé un plan tactique censé laisser l'infanterie valaque et les archers engager les Ottomans d'abord pour épuiser l'ennemi, puis lancer la cavalerie lourde pour porter le coup décisif. C'était une tactique éprouvée, adaptée aux réalités du combat contre les Ottomans. Les Français ont refusé avec mépris. Le maréchal Boucicaut aurait déclaré que prendre place derrière des Valaques et des piétons serait un déshonneur insupportable pour la chevalerie de France. Ils ont exigé de charger immédiatement, en premier, et seul si nécessaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La cavalerie française a chargé en avant, laissant le reste de l'armée croisé derrière elle. Ils ont enfoncé la première ligne ottomane, des irréguliers légèrement armés sacrifiés délibérément pour fatiguer les chevaux et briser les formations. Enhardis par ce succès apparent, les Français ont continué leur charge, directement dans un piège. Bayezid avait positionné ses janissaires et ses sipahis sur une colline derrière la première ligne, hors de vue des croisés. Quand les chevaliers français, épuisés par leur charge initiale, sont arrivés au sommet, ils se sont retrouvés face à l'élite de l'armée ottomane, fraîche et en ordre de bataille. La contre-attaque ottomane a été dévastatrice. Les chevaliers, leurs chevaux fatigués, leur formation désorganisée, ont été submergés. Certains ont été tués sur place, d'autres désarçonnés et capturés. Les survivants ont tenté de fuir vers le gros de l'armée croisée, mais leur retraite désordonnée a semé la panique. C'est à ce moment que Stefan Lazarvik et ses cavaliers serbes sont entrés en action. Les sources divergent sur le rôle exact joué par le contingent serbe à Nicopolis. Certaines chroniques ottomanes et byzantines suggèrent qu'ils ont participé à la poursuite des croisés en déroute. D'autres indiquent qu'ils ont été tenus en réserve et engagés tardivement pour achever la victoire. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont combattu avec efficacité et que Stéphane lui-même s'est distingué par sa bravoure. La bataille s'est terminée par un massacre. Sigismond a fui sur un bateau danubien, échappant de justesse à la capture. Le comte de Nevers et de nombreux chevaliers français ont été capturés et rançonnés pour des sommes astronomiques. Des milliers de prisonniers de rang inférieur ont été exécutés sur ordre de Bayezid, furieux des pertes que les croisés avaient infligées à ses troupes. Nicopolis a été une catastrophe totale pour la chrétienté occidentale. C'était la dernière grande croisade contre les Ottomans en Europe orientale. Après ce désastre, l'Occident a essentiellement abandonné les Balkans à leur sort. Constantinople survivrait encore quelques décennies, mais son destin était scellé. Pour Stéphane, Nicopolis a été un succès personnel ambigu. Il avait prouvé sa valeur militaire aux yeux de Bayezid, consolidant sa position comme vassal favori du sultan. Mais il avait aussi participé à la destruction de la dernière chance réaliste de libération pour les peuples chrétiens des Balkans. Après Nicopolis, la position de Stéphane à la cour ottomane s'est encore renforcée. Il accompagnait Bayezid dans campagne après campagne, combattant aux côtés des Ottomans contre leurs divers ennemis. En Anatolie, il a participé aux guerres contre les Émirats turcs qui refusaient encore la suzeraineté ottomane. En Grèce, il a aidé à consolider le contrôle ottoman sur le Péloponnèse. Les chroniques de l'époque le décrivent comme un commandant compétent et un guerrier personnel redoutable. Il maîtrisait les tactiques ottomanes aussi bien que les techniques de combat occidentales, une combinaison rare qui faisait de lui un adversaire versatile et dangereux. Mais cette période de service loyal cachait une tension profonde. Stéphane accumulait de l'expérience militaire, des contacts, une compréhension intime du fonctionnement de l'Empire ottoman. Il observait les faiblesses du système, les rivalités entre factions, les vulnérabilités de la machine de guerre ottomane. Tout cela serait utile un jour, quand les circonstances permettraient une plus grande autonomie. Ces circonstances allaient arriver plus tôt que quiconque ne l'aurait prédit, sous la forme d'un conquérant venu des steppes d'Asie centrale. Tamerlan, né Timur Ilan, Timur le Boiteux, était l'un de ces personnages historiques qui semblent trop extrêmes pour être réels. Descendant autoproclamé de Gengis Khan, il avait bâti un empire qui s'étendait de l'Inde à la Méditerranée, laissant derrière lui une traînée de villes rasées et de populations massacrées qui fait passer Attila pour un pacifiste. En 1400, Tamerlan a tourné son attention vers l'ouest. Il a envahi la Syrie, détruit Alep et Damas, et menacé les possessions ottomanes en Anatolie orientale. Bayezid, occupé par ses projets contre Constantinople, a d'abord sous-estimé cette menace lointaine. C'était une erreur fatale. Les échanges diplomatiques entre les deux conquérants ont rapidement dégénéré en insultes personnelles. Tamerlan exigeait que Bayezid reconnaisse sa suzeraineté et lui livre certains princes anatoliens qui avaient trouvé refuge chez les Ottomans. Bayezid a refusé avec des termes qui suggéraient que Tamerlan était un bâtard et un usurpateur. La guerre était inévitable. En 1402, Tamerlan a envahi l'Anatolie avec une armée estimée entre 150 000 et 1 million d'hommes, selon les sources.
Même en prenant l'estimation la plus basse, c'était une force écrasante. Bayezid a rassemblé tout ce qu'il pouvait mobiliser et marché vers l'est pour intercepter l'envahisseur. Et dans cette armée, une fois de plus, marchait Stefan Lazarvik avec son contingent serbe. Le face-à-face final aurait lieu près d'Ankara, au cœur de l'Anatolie. C'était le choc de deux titans, le duel des deux plus grands conquérants de leur époque. Et Stefan Lazarvik allait se retrouver au centre même de cette tempête. Le 20 juillet 1402 restera dans l'histoire comme l'une des batailles les plus décisives jamais livrées sur le sol anatolien. Deux empires s'y sont affrontés, et l'un d'eux a été temporairement anéanti. Pour Stefan Lazarvik, ce jour a été à la fois son heure de gloire et le début d'une transformation complète de sa destinée. L'armée ottomane qui a fait face à Tamerlan près d'Ankara était imposante, probablement entre 80 000 et 120 000 hommes. Elle comprenait les janissaires, cette infanterie d'élite qui n'avait jamais connu la défaite, les sipaïs anatoliens et rouméliotes, les auxiliaires grecs, bulgares et serbes, et les contingents des Émirats turkmènes qui avaient accepté la suzeraineté ottomane. Mais cette armée souffrait de faiblesses que Bayezid avait sous-estimées. La marche forcée à travers l'Anatolie en plein été avait épuisé hommes et chevaux. L'approvisionnement en eau était problématique dans cette région semi-aride. Et surtout, la loyauté de certains contingents était douteuse. Les Émirats turkmènes d'Anatolie avaient été conquis par les Ottomans, pas ralliés volontairement. Beaucoup de leurs princes avaient trouvé refuge chez Tamerlan, qui promettait de restaurer leur indépendance. Les soldats de ces contingents se battaient sous contrainte, attendant une opportunité de changer de camp. Cette opportunité est venue dès les premiers engagements de la bataille. Le déploiement initial semblait favorable aux Ottomans. Bayezid avait positionné son armée sur un terrain légèrement élevé, avec les janissaires au centre, les sipaïs sur les ailes, et les contingents vassaux, dont les Serbes de Stefan, en réserve ou sur les flancs. L'armée de Tamerlan, malgré sa supériorité numérique, devait attaquer en montée, un désavantage tactique significatif. Les premiers assauts ont été repoussés avec de lourdes pertes pour les Timurides. Puis le désastre a frappé. Les contingents turkmènes de l'aile gauche ottomane, reconnaissant leurs compatriotes et peut-être leurs propres princes dans les rangs de Tamerlan, ont commencé à déserter. Ce n'étaient pas quelques individus qui s'enfuyaient, c'étaient des unités entières qui changeaient de camp en plein combat, retournant leurs armes contre leurs anciens camarades. La désertion s'est propagée comme une contagion. En quelques heures, des dizaines de milliers de cavaliers turkmènes avaient rejoint Tamerlan, créant un déséquilibre catastrophique des forces. L'aile gauche ottomane s'est tout simplement effondrée, laissant le centre dangereusement exposé. Bayezid a tenté de réorganiser ses lignes, mais la situation évoluait trop vite. Les janissaires au centre tenaient encore, formant un carré défensif autour du sultan, mais ils étaient maintenant encerclés de toutes parts. Les sipaïs de l'aile droite combattaient désespérément, mais ils étaient submergés par le nombre. C'est à ce moment critique que Stefan Lazarvik a pris sa décision. La logique, la prudence, l'instinct de survie, tout dictait la fuite. L'armée ottomane était en train de s'effondrer. Rester signifiait probablement la mort ou la capture. Et pourquoi Stefan risquerait-il sa vie pour sauver Bayezid? Le sultan était son oppresseur, l'homme qui avait fait tuer son père, celui qui maintenait la Serbie en esclavage. Et pourtant, Stefan n'a pas fui. Au lieu de cela, il a rassemblé ses 5000 cavaliers serbes et lancé une charge directement vers le centre de la mêlée, là où Bayezid combattait encore. Les chroniques de plusieurs traditions, ottomanes, serbes, byzantines et même timurides, s'accordent sur ce qui s'est passé ensuite. Les cavaliers serbes se sont frayés un chemin à travers le chaos de la bataille, coupant à travers les lignes ennemies avec une férocité qui a stupéfié les témoins. Le chroniqueur ottoman Nesri écrit que les Serbes combattirent comme des lions, faisant reculer les hordes de Tamerlan par la seule force de leur bravoure. Une source byzantine note que le fils de Lazare montra ce jour-là une loyauté que peu de chrétiens auraient manifestée envers un maître musulman. Stefan lui-même a combattu au premier rang, son épée rougie par le sang de dizaines d'ennemis. Les récits parlent de prouesses individuelles extraordinaires, de duels contre des champions timurides, de charges répétées contre des forces largement supérieures. Mais malgré tout leur courage, les Serbes ne pouvaient pas renverser le cours de la bataille. Ils pouvaient ralentir l'ennemi, protéger une retraite, sauver des vies, mais ils ne pouvaient pas vaincre une armée de 150 000 hommes avec 5000 cavaliers. Le carré des janissaires autour de Bayezid a finalement été brisé. Le sultan, refusant de fuir, a combattu jusqu'au bout, mais il a été désarçonné et capturé. L'armée ottomane avait cessé d'exister comme force organisée. Stefan, voyant que tout était perdu, a ordonné la retraite. Mais même dans la défaite, il a accompli un dernier acte de loyauté extraordinaire. Au lieu de simplement fuir, il a rassemblé autour de lui les fils de Bayezid qui se trouvaient sur le champ de bataille, Suleiman et Musa, et les a escortés hors du désastre. La retraite a été un cauchemar. Les cavaliers de Tamerlan poursuivaient les fuyards, massacrant ceux qu'ils rattrapaient. La route vers l'ouest était jonchée de cadavres.
Stéphane a perdu beaucoup de ses hommes dans cette fuite désespérée, mais il a réussi à ramener les princes ottomans en sécurité, d'abord à Bursa, puis vers les Balkans. Cet acte allait avoir des conséquences immenses. En sauvant Sulayman et Musa, Stéphane avait préservé la succession ottomane. Ces princes allaient se disputer l'empire pendant les années suivantes, créant un chaos dont Stéphane saurait tirer profit. Mais sur le moment, la bataille d'Ankara était une catastrophe sans précédent. Bayezid, le sultan invincible, l'éclair qui avait fait trembler l'Europe, était prisonnier de Tamerlan. Selon la légende, le conquérant Timuride l'a enfermé dans une cage de fer et l'a exhibé comme un animal lors de ses banquets. Cette histoire est probablement exagérée ou inventée, mais elle capture la profondeur de l'humiliation ottomane. Bayezid est mort en captivité quelques mois plus tard, en mars 1403, probablement de désespoir et de honte autant que de mauvais traitements. L'homme qui avait failli conquérir Constantinople est mort comme un trophée de guerre, brisé et oublié. Pour Stéphane Lazarvik, la mort de Bayezid marquait la fin d'une époque. Pendant près de 15 ans, il avait servi le sultan, d'abord comme otage, puis comme vassal loyal, puis comme compagnon d'armes. Cette relation complexe, faite de contraintes et peut-être d'authentique respect mutuel, était terminée. Mais dans les cendres de la catastrophe d'Ankara germait quelque chose d'inattendu, une opportunité. L'Empire ottoman était en ruine, ses armées détruites, son sultan mort, ses princes en guerre les uns contre les autres. Le géant qui avait dominé les Balkans pendant des décennies était soudain vulnérable. Stéphane allait exploiter cette vulnérabilité avec une habileté qui révélerait son véritable génie politique. Les années qui ont suivi Ankara, de 1402 à 1413, sont connues dans l'historiographie ottomane comme le Fétret d'Evry, la période d'interrègne. C'était une décennie de guerre civile brutale entre les fils de Bayezid, chacun réclamant le trône pour lui-même. Et au milieu de ce chaos, Stéphane Lazarvik a joué un jeu magistral qui allait transformer la Serbie d'une province vassale en un État semi-indépendant. Tamerlan, après sa victoire à Ankara, n'avait pas cherché à conquérir définitivement l'Anatolie ottomane. Son empire était déjà trop vaste pour être gouverné efficacement, et il avait d'autres projets, notamment l'invasion de la Chine qu'il planifiait avant sa mort en 1405. Il s'est contenté de démembrer l'État ottoman, restaurant l'indépendance des Émirats turkmènes et laissant les fils de Bayezid se déchirer pour les restes. Ses fils étaient nombreux, et chacun avait ses partisans et son territoire de base. Sulayman, l'aîné, contrôlait les territoires européens depuis Edirne. Mihmed, basé à Amasya en Anatolie centrale, réclamait la légitimité dynastique. Isa, Musa et d'autres frères se disputaient diverses portions du gâteau anatolien. La guerre fratricide était inévitable. Stéphane Lazarvik s'est initialement rangé du côté de Sulayman, qu'il avait sauvé à Ankara et escorté jusqu'en Europe. C'était un choix logique. Sulayman contrôlait les Balkans, il était reconnaissant envers Stéphane, et il semblait le mieux placé pour restaurer l'unité ottomane. En échange de son soutien, Stéphane a négocié des conditions extraordinairement favorables. Sulayman a reconnu Stéphane comme despote de Serbie, un titre byzantin de haut rang qui impliquait une autonomie considérable. Il lui a cédé plusieurs territoires, y compris la ville stratégique de Belgrade, qui allait devenir la nouvelle capitale serbe. Le tribut a été réduit, les obligations militaires assouplies. En pratique, la Serbie sous Stéphane était devenue quasi indépendante. Elle maintenait sa propre armée, menait sa propre politique étrangère, et ne rendait qu'un hommage nominal à Sulayman. C'était une transformation remarquable pour un pays qui, une décennie plus tôt, était totalement assujetti. Mais Stéphane n'était pas un idéaliste naïf qui croyait aux promesses des princes ottomans. Il savait que cette autonomie ne durerait que tant que le chaos ottoman persisterait. Dès qu'un sultan unique rétablirait son autorité, les concessions faites à la Serbie seraient révoquées. C'est pourquoi Stéphane a joué un double jeu subtil. Tout en soutenant officiellement Sulayman, il a secrètement maintenu des contacts avec les autres prétendants. Il a envoyé des émissaires à Mihmed en Anatolie, offrant une neutralité bienveillante en échange de garanties futures. Il a même correspondu avec Musa, le plus instable et le plus dangereux des frères, gardant toutes ses options ouvertes. Parallèlement, Stéphane a radicalement réorienté sa politique étrangère vers l'Occident chrétien. Pendant ces années comme vassal de Bayezid, il avait été isolé du monde européen, perçu comme un collaborateur des Turcs. Maintenant, il cherchait à reconstruire ses ponts. Son coup de maître diplomatique est venu en 1403, quand il a voyagé en Hongrie pour rencontrer le roi Sigismond, le même homme contre qui il avait combattu à Nicopolis 7 ans plus tôt. Les deux anciens ennemis ont trouvé un terrain d'entente remarquable. Sigismond était obsédé par la menace ottomane, qui avait failli le détruire à Nicopolis. Il voyait dans Stéphane un allié potentiel précieux, un prince balkanique expérimenté, connaissant intimement les Ottomans, capable de servir de tampon entre la Hongrie et l'Empire turc. Stéphane, de son côté, voyait dans Sigismond une protection contre les futures tentatives ottomanes de reconquête. Si la Serbie était alliée à la Hongrie,
tout sultan cherchant à la réasservir devrait faire face non seulement aux Serbes, mais aussi à la puissance hongroise. Le résultat de ces négociations a été double. Premièrement, Stéphane a accepté la suzeraineté nominale hongroise sur la Serbie, recevant en échange la garantie de l'intégrité territoriale de son pays et l'accès au marché hongrois. Deuxièmement, et c'est là le coup de génie symbolique, Stéphane a été intronisé dans l'Ordre du Dragon. L'Ordre du Dragon, Societa Draconistarum, était une confrérie chevaleresque fondée par Sigismond en 1408 pour défendre la chrétienté contre ses ennemis, principalement les Ottomans et les Hussites hérétiques de Bohême. Ses membres portaient un insigne représentant un dragon enroulé sur lui-même, symbole du mal vaincu par la foi chrétienne. Pour Stéphane, l'admission dans cet ordre était une réhabilitation symbolique extraordinaire. Lui qui avait combattu pour le sultan à Nicopolis, qui avait passé sa jeunesse à la cour ottomane, était maintenant officiellement reconnu comme un champion de la chrétienté. Le dragon, autrefois symbole de son asservissement, devenait son emblème de libération. C'est d'ailleurs de cet ordre du dragon que Vlad II de Valachie tirera son surnom de Dracu, le dragon, transmis à son fils plus célèbre, Vlad III, dit Dracula. Mais c'est une autre histoire. Pendant que Stéphane consolidait sa position internationale, la guerre civile ottomane continuait de faire rage. Sulayman, malgré son avantage initial, s'est révélé être un dirigeant faible et indécis, plus intéressé par les plaisirs de la cour que par les réalités du pouvoir. En 1410, son frère Musa, soutenu par des factions mécontentes, a traversé les Balkans et défié Sulayman pour le contrôle des territoires européens. La guerre qui a suivi a été brutale, même selon les standards ottomans. Stéphane s'est retrouvé dans une position délicate. Il était nominalement l'allié de Sulayman, mais celui-ci devenait de plus en plus faible et erratique. Musa, de son côté, était notoirement instable et cruel, pas le genre de partenaire avec qui on construit une relation durable. Stéphane a choisi une voie médiane caractéristique de son pragmatisme. Il a maintenu son alliance formelle avec Sulayman, mais il a limité son soutien militaire actif. Il a laissé les deux frères s'entre-déchirer, préservant ses forces pour la suite. Cette stratégie s'est avérée sage quand Musa a finalement vaincu et tué Sulayman en 1411. Le nouveau maître des Balkans ottomans était exactement aussi problématique que Stéphane l'avait craint. Musa était paranoïaque, violent et imprévisible. Il a immédiatement commencé à révoquer les concessions que Sulayman avait faites aux vassaux chrétiens. Il a exigé des tribus plus élevés, des contributions militaires plus importantes, une soumission plus complète. Les boyards byzantins et bulgares qui avaient espéré une autonomie accrue sous un empire affaibli ont vu leurs espoirs s'évanouir. Stéphane, caractéristiquement, n'a pas attendu que Musa vienne frapper à sa porte. Il a pris l'initiative en contactant le dernier prétendant encore en lice, Mimède, le fils de Bayezid basé en Anatolie. Mimède était l'antithèse de Musa. Intelligent, calculateur, patient, il avait passé les années de guerre civile à consolider méthodiquement sa position en Anatolie, attendant le moment opportun pour frapper en Europe. Stéphane voyait en lui un partenaire potentiel bien plus fiable que ses frères défunts. Les négociations ont abouti à une alliance secrète. Stéphane fournirait un soutien militaire à Mimède pour son invasion des Balkans. En échange, Mimède garantirait l'autonomie serbe et confirmerait tous les privilèges accordés par Sulayman. En 1413, Mimède a traversé le Bosphore avec son armée. Stéphane l'a rejoint avec ses cavaliers serbes, ces mêmes guerriers qui avaient chargé à Ankara 11 ans plus tôt. Ensemble, ils ont affronté Musa près de Sofia. La bataille a été décisive. Musa, trahi par plusieurs de ses propres commandants et incapable de rivaliser avec la combinaison des forces anatoliennes de Mimède et de la cavalerie serbe de Stéphane, a été vaincu et tué. L'interrègne ottoman était terminé. Mimède Ier est devenu le sultan incontesté de l'Empire ottoman réunifié. Et Stéphane Lazarvik s'est retrouvé dans une position unique, il était l'allié de confiance du nouveau sultan, le héros qui avait aidé à restaurer l'unité de l'Empire, et en même temps le vassal du roi de Hongrie, membre d'un ordre de chevalerie dédié à combattre les Turcs. C'était un équilibre impossible, une contradiction ambulante. Mais Stéphane allait maintenir cet équilibre pendant encore 14 ans, jouant les deux camps l'un contre l'autre avec une virtuosité diplomatique extraordinaire. Les années qui ont suivi la fin de l'interrègne ottoman, de 1413 jusqu'à la mort de Stéphane en 1427, représentent l'apogée de son règne. C'était une période de paix relative, de reconstruction intensive et de floraison culturelle qui allait transformer la Serbie d'un pays ravagé par des décennies de guerre en l'un des États les plus prospères des Balkans. Stéphane portait officiellement le titre de despote, un terme qui a acquis des connotations négatives dans les langues modernes, mais qui était à l'époque un titre de très haute noblesse dans la hiérarchie byzantine. Le despote était juste en dessous de l'empereur dans le système de préséance byzantin, supérieur au roi et aux princes ordinaires. C'était une reconnaissance de la position exceptionnelle de la Serbie dans le monde chrétien oriental. La première priorité de Stéphane a été de reconstruire l'infrastructure du pays.
Des décennies de guerre, d'invasion et de passage d'armées avaient laissé la Serbie dévastée. Villages abandonnés, champs en friche, routes impraticables, forteresses en ruine. Le pays était un squelette de ce qu'il avait été sous Stefan Duan. Stefan a lancé un programme de reconstruction systématique. Il a encouragé le repeuplement des régions abandonnées en offrant des terres et des exemptions fiscales aux colons. Il a fait restaurer les routes commerciales, essentielles pour le commerce qui finançait l'État. Il a reconstruit les forteresses stratégiques, créant un réseau défensif capable de ralentir toute invasion future. Les mines, surtout les mines d'argent qui avaient fait la richesse de la Serbie médiévale, ont reçu une attention particulière. Stefan a invité des mineurs saxons d'Allemagne, réputés pour leur expertise technique, à venir exploiter les gisements de Novo Brdo et d'autres sites. Ces experts ont apporté des technologies nouvelles, des méthodes d'extraction plus efficaces, et ont contribué à relancer une industrie moribonde. Le résultat a été spectaculaire. Les mines serbes sont redevenues parmi les plus productives d'Europe. L'argent de Novo Brdo circulait dans tout le continent, finançant le commerce vénitien et génois, payant les mercenaires des guerres italiennes. Une partie substantielle de cette richesse restait en Serbie, finançant les projets de Stefan. La politique économique de Stefan était remarquablement moderne pour son époque. Il comprenait que la prospérité dépendait du commerce, et que le commerce dépendait de la stabilité et de la sécurité. Il a établi des relations commerciales avec Venise, Raguse, l'actuel Dubrovnik, la Hongrie et même, pragmatiquement, avec l'Empire ottoman. Les marchands ragusins, en particulier, ont bénéficié de privilèges étendus en Serbie. Raguse était une petite république marchande sur la côte dalmate, une sorte de Venise en miniature, spécialisée dans le commerce entre l'Europe occidentale et les Balkans. Stefan a accordé aux Ragusins des exemptions douanières, des garanties de sécurité et des droits de résidence dans les villes serbes. En échange, ils apportaient des marchandises occidentales, des capitaux et des informations sur ce qui se passait dans le reste de l'Europe. Cette ouverture économique avait une dimension diplomatique. Les marchands étaient des informateurs, des messagers, des intermédiaires. À travers eux, Stefan maintenait des contacts avec les cours européennes, recevait des nouvelles des intentions ottomanes, et projetait l'image d'une Serbie prospère et stable. L'administration de l'État a également été réformée. Stefan a centralisé le pouvoir, réduisant l'autonomie des grands nobles qui avaient fragmenté le pays après la mort de Duan. Il a créé une bureaucratie plus efficace, avec des responsables nommés par le despote plutôt qu'héréditaires. Le code juridique a été révisé et appliqué plus uniformément. Cette centralisation n'a pas été sans résistance. Les boyards serbes, habitués à une autonomie considérable, n'appréciaient pas toujours les empiétements sur leurs prérogatives traditionnelles. Stefan a géré cette opposition avec un mélange caractéristique de fermeté et de diplomatie, récompensant les loyaux, neutralisant les récalcitrants, éliminant parfois les irréductibles. L'armée a été réorganisée et modernisée. Stefan avait appris l'art militaire auprès des Ottomans, et il a incorporé certaines de leurs innovations dans les forces serbes. La cavalerie légère, capable de harcèlement et de reconnaissance, a été développée aux côtés de la cavalerie lourde traditionnelle. Des unités d'archers ont été formées. Les fortifications ont été adaptées aux nouvelles réalités de la guerre de siège, avec des murs plus épais capables de résister aux bombardements d'artillerie. Mais peut-être la réalisation la plus durable de Stefan a été culturelle. Le despote n'était pas seulement un guerrier et un administrateur, il était aussi un intellectuel, un poète et un mécène des arts. Stefan lui-même était l'auteur de plusieurs œuvres littéraires, dont la plus célèbre est Slovo Ljubv, le mot de l'amour, une méditation philosophique et théologique sur la nature de l'amour divin et humain. Ce texte, écrit dans un slavon élégant, révèle une sensibilité et une profondeur intellectuelle surprenante chez un homme qui avait passé sa vie sur les champs de bataille. Sa cour est devenue un centre de culture où se croisaient des savants, des artistes, des théologiens venus de tout le monde orthodoxe. Des monastères ont été fondés ou restaurés, ornés de fresques par les meilleurs peintres de l'époque. Des manuscrits ont été copiés et préservés, sauvant des textes qui auraient autrement été perdus dans les destructions des invasions ottomanes. Le monastère de Manasija, fondé par Stefan vers 1418, est peut-être le meilleur exemple de cette floraison culturelle. C'est une forteresse autant qu'un lieu de culte, entourée de murs massifs avec 11 tours de défense. À l'intérieur, l'église est ornée de fresques d'une qualité exceptionnelle, représentant des scènes religieuses et des portraits des donateurs. Manasija a également servi de scriptorium, un atelier de copie de manuscrits. Les moines y ont copié des textes religieux, historiques et littéraires, créant une bibliothèque qui a préservé une partie de l'héritage culturel serbe et byzantin. Dans les décennies suivantes, après la conquête ottomane finale, ce sont ces manuscrits de Manasija et d'autres monastères qui permettront de maintenir vivante la culture serbe. La politique religieuse de Stefan était également remarquable. Bien qu'il soit lui-même profondément orthodoxe,
il a maintenu des relations cordiales avec l'Église catholique romaine. Il a accueilli des franciscains et des dominicains dans certaines villes de son royaume, permettant aux minorités catholiques, principalement des marchands et des mineurs occidentaux, de pratiquer leur foi. Cette tolérance n'était pas pure générosité. Elle était pragmatique. Les mineurs saxons étaient catholiques, et leur expertise était indispensable à l'économie serbe. Les marchands ragusins et vénitiens étaient catholiques, et leur commerce enrichissait le pays. Persécuter les catholiques aurait été économiquement suicidaire. Mais il y avait peut-être aussi une dimension personnelle. Stéphane avait passé sa jeunesse dans un environnement musulman, côtoyant des Turcs, des Persans, des Arabes. Il avait appris que les différences religieuses n'empêchaient pas nécessairement le respect mutuel ou la coopération. Cette expérience l'avait peut-être rendu plus tolérant que beaucoup de ses contemporains. Parmi toutes les décisions stratégiques que Stefan Lazarevich a prises au cours de son règne, aucune n'a eu d'impact aussi durable que le transfert de sa capitale à Belgrade. Ce choix, qui peut sembler évident rétrospectivement, était en réalité un pari audacieux qui allait redéfinir la géopolitique des Balkans pour des siècles. Belgrade, dont le nom signifie la ville blanche en slave, occupait une position géographique extraordinaire. Située au confluent de deux grands fleuves, la Sève et le Danube, elle contrôlait les routes commerciales entre l'Europe centrale et les Balkans, entre l'Orient et l'Occident. Quiconque tenait Belgrade tenait la clé des Balkans. Mais en 1403, quand Stéphane a reçu la ville de Suleiman comme récompense pour sa loyauté, Belgrade n'était guère plus qu'une bourgade fortifiée modeste. Les Hongrois l'avaient possédée auparavant, les Bulgares avant eux, et elle avait changé de main à plusieurs reprises au gré des guerres balkaniques. Ses fortifications étaient vétustes, sa population réduite, son importance plus potentielle que réelle. Stéphane a vu ce que d'autres n'avaient pas vu. Il a compris que Belgrade, correctement développée, pouvait devenir imprenable. Et une capitale imprenable était exactement ce dont la Serbie avait besoin pour survivre entre les empires. Le programme de construction qu'il a lancé était monumental par son ambition. Il a fait reconstruire entièrement les murailles de la ville, les épaississant pour résister aux bombardements d'artillerie qui devenaient de plus en plus courants dans la guerre de siège. Il a fait creuser des fossés profonds alimentés par les eaux des deux fleuves. Il a fait ériger des tours de guet à intervalles réguliers, permettant une surveillance constante des approches. La citadelle, au sommet de la colline dominant le confluent, a été transformée en forteresse de dernier recours. Ses murs étaient si épais qu'aucun canon de l'époque ne pouvait les percer. Ses réserves de nourriture et d'eau pouvaient soutenir un siège de plusieurs mois. Même si la ville basse tombait, la citadelle pouvait tenir indéfiniment. Mais Stéphane ne s'est pas contenté de construire une forteresse. Il a construit une ville. Il a encouragé l'immigration de marchands, d'artisans, de paysans des régions environnantes. Il a accordé des privilèges commerciaux pour attirer les négociants ragusins, vénitiens et hongrois. Il a fait construire des marchés, des entrepôts, des auberges pour accueillir le commerce croissant. La population de Belgrade a explosé sous son règne. De quelques milliers d'habitants au début, elle est passée à peut-être 20 ou 30 000 à la fin, faisant d'elle l'une des plus grandes villes des Balkans. Les rues grouillaient de Serbes, de Hongrois, de Grecs, d'Allemands, de Ragusins, d'Arméniens et même de Turcs venus commercer en territoire chrétien. Cette diversité était délibérée. Stéphane comprenait que la richesse venait du commerce, et que le commerce prospérait là où les marchands de toutes origines étaient bienvenus. Il a établi des tribunaux commerciaux pour résoudre les disputes entre négociants de différentes nationalités. Il a garanti la sécurité des routes commerciales dans ces territoires. Il a standardisé les poids et mesures pour faciliter les transactions. Le résultat a été une prospérité remarquable. Les droits de douane prélevés à Belgrade alimentaient généreusement le trésor du despote. Les taxes sur les transactions commerciales finançaient l'armée et les constructions. La ville est devenue le cœur économique de la Serbie, supplantant les anciennes capitales de l'intérieur. Mais l'importance de Belgrade dépassait l'économie. C'était aussi une déclaration politique. En déplaçant sa capitale de l'intérieur montagneux vers le Danube, Stéphane affirmait l'orientation européenne de son pays. Belgrade regardait vers la Hongrie, vers l'Autriche, vers l'Occident chrétien. C'était un choix symbolique autant que stratégique. De plus, Belgrade était plus facile à défendre contre les Ottomans que les anciennes capitales. Située au nord du pays, elle était plus éloignée de la frontière ottomane. Tout envahisseur venant du sud devrait traverser des centaines de kilomètres de territoire serbe avant d'atteindre la capitale, s'épuisant et s'étirant dangereusement. Et surtout, Belgrade était adossée à la Hongrie. En cas de siège ottoman, des renforts hongrois pouvaient arriver par le Danube ou par les routes terrestres du nord. La capitale n'était pas isolée comme l'avaient été les anciennes résidences princières serbes, vulnérables aux encerclements. Stéphane a également fait de Belgrade un centre religieux et culturel. Il a fait construire des églises, dont la cathédrale métropolitaine dédiée à la Dormition de la Vierge. Il a invité des moines, des théologiens, des copistes à s'établir dans la ville.
des écoles ont été fondées pour former le clergé et les fonctionnaires. La bibliothèque qu'il a constituée à Belgrade était l'une des plus riches de l'Europe orientale. Elle contenait des manuscrits en slavon, en grec, en latin, couvrant la théologie, la philosophie, l'histoire, la littérature. Beaucoup de ces textes étaient des copies de manuscrits byzantins sauvés de Constantinople ou d'autres villes tombées aux mains des Ottomans. Cette activité culturelle n'était pas un luxe superflu. Stéphane comprenait que la survie nationale dépendait non seulement des murs et des armées, mais aussi de l'identité. Un peuple qui préserve sa langue, sa religion, sa mémoire historique peut survivre à l'occupation étrangère. Un peuple qui les perd est absorbé et disparaît. Les Serbes allaient passer 4 siècles sous domination ottomane après la mort de Stéphane. Mais ils n'ont jamais cessé d'être serbes, orthodoxes, conscients de leur histoire. Cette résilience culturelle doit beaucoup au travail de préservation entrepris sous Stefan Lazarević. L'importance stratégique de Belgrade allait être démontrée de manière spectaculaire dans les décennies suivant la mort de Stéphane. En 1440, puis en 1456, les Ottomans ont assiégé la ville avec des armées massives. Les 2 fois, Belgrade a tenu. Le siège de 1456 est particulièrement célèbre. Le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, était venu en personne avec une armée de peut-être 100 000 hommes et une artillerie formidable. La garnison de Belgrade, commandée par le légendaire Jean Hunyadi et le prédicateur franciscain Jean de Capistran, a résisté avec une détermination héroïque. La bataille finale, le 22 juillet 1456, a vu les défenseurs contre-attaquer et mettre en déroute l'armée ottomane. Mehmed lui-même a été blessé et a dû ordonner la retraite. C'était la première grande défaite du conquérant de Constantinople, et elle a retardé l'avancée ottomane en Europe centrale d'environ 70 ans. Cette victoire n'aurait pas été possible sans les fortifications que Stéphane avait fait construire un demi-siècle plus tôt. Les murs qu'il avait érigés, les tours qu'il avait renforcées, les fossés qu'il avait creusés, tout cela a permis à une garnison relativement modeste de résister à une superpuissance. Les cloches des églises européennes ont sonné à midi ce jour-là, par ordre du pape Calixte III, pour célébrer la victoire et prier pour les défenseurs. Cette tradition de l'Angélus de midi persiste dans l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, un rappel silencieux d'une bataille oubliée et d'une ville que Stefan Lazarević avait transformée en forteresse. Belgrade ne tomberait finalement aux mains des Ottomans qu'en 1521, presque un siècle après la mort de Stéphane. Et même alors, les murs qu'il avait construits ont forcé Soliman le Magnifique à mener un siège en règle plutôt qu'un simple assaut. Le choix de Belgrade comme capitale était donc bien plus qu'une décision administrative. C'était un investissement dans l'avenir, un acte de foi dans la capacité de la Serbie à survivre. Stéphane ne vivrait pas assez longtemps pour voir les fruits les plus spectaculaires de cet investissement, mais les générations suivantes lui en seraient éternellement reconnaissantes. L'admission de Stefan Lazarević dans l'ordre du Dragon en 1403 n'était pas simplement un honneur cérémoniel. C'était le couronnement d'une stratégie diplomatique sophistiquée qui visait à réintégrer la Serbie dans le concert des nations chrétiennes après des années de vassalité ottomane. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut comprendre ce qu'était l'ordre du Dragon et ce qu'il représentait dans le contexte de l'Europe du XVe siècle. L'ordre du Dragon avait été fondé en 1408 par le roi Sigismond de Hongrie, qui deviendrait plus tard empereur du Saint-Empire romain germanique. C'était une confrérie chevaleresque dans la tradition des ordres militaro-religieux du Moyen Âge, comme les Templiers ou les Hospitaliers, mais avec une mission spécifiquement adaptée aux défis de son époque. La mission de l'ordre était double. Premièrement, défendre la croix et la chrétienté contre les ennemis de la foi, ce qui signifiait principalement les Ottomans dans les Balkans et les Hussites hérétiques en Bohême. Deuxièmement, protéger la famille royale de Hongrie et ses alliés contre leurs ennemis, une dimension plus politique qui reflétait les intérêts personnels de Sigismond. L'insigne de l'ordre était un dragon lové sur lui-même, avec sa queue enroulée autour de son cou, parfois représenté avec une croix rouge sur son dos. Ce dragon symbolisait le mal vaincu par le Christ, une image tirée de l'Apocalypse de Saint Jean. Les membres portaient cet insigne sur leurs vêtements et leurs armes, affichant publiquement leur appartenance à cette élite chevaleresque. L'admission dans l'ordre était strictement contrôlée. Seuls les princes, les grands nobles et les chevaliers les plus distingués pouvaient y prétendre. Parmi les membres, on comptait des rois, des ducs, des comtes des plus grandes familles d'Europe centrale. C'était un club exclusif, un réseau d'élite qui transcendait les frontières nationales. Pour Stéphane, l'admission dans ce club était une transformation d'image spectaculaire. Quelques années plus tôt, il était le vassal d'un sultan musulman, combattant aux côtés des Turcs contre les croisés chrétiens à Nicopolis. Maintenant, il portait l'insigne du dragon, symbole de la lutte contre ces mêmes Turcs. Comment ce renversement était-il possible? Comment Sigismond pouvait-il accepter dans son ordre un homme qui avait combattu contre lui? La réponse réside dans le pragmatisme brutal de la politique médiévale. Sigismond était un réaliste. Il savait que Stéphane n'avait pas eu le choix de servir Bayezid,
que les vassaux combattent pour leur suzerain même quand ils les détestent. Il savait aussi que Stéphane, maintenant libéré de cette contrainte par le chaos de l'interrègne ottoman, pouvait être un allié précieux. La Serbie de Stéphane contrôlait des territoires stratégiques entre la Hongrie et l'Empire ottoman. Une Serbie hostile ou neutre laisserait la frontière hongroise exposée. Une Serbie alliée créerait un glacis protecteur, absorbant le premier choc de toute offensive ottomane. De plus, Stéphane apportait quelque chose que peu d'autres alliés potentiels pouvaient offrir, une connaissance intime des Ottomans. Il avait vécu parmi eux pendant des années. Il parlait leur langue, comprenait leurs tactiques, connaissait leurs faiblesses. Ces renseignements valaient plus que des milliers de soldats. L'alliance entre Stéphane et Sigismond a été formalisée par plusieurs traités au fil des années. La Serbie reconnaissait la suzeraineté nominale de la Hongrie, une formalité qui n'impliquait aucune ingérence réelle dans les affaires intérieures. En échange, la Hongrie garantissait l'intégrité territoriale serbe et promettait une assistance militaire en cas d'agression ottomane. Stéphane a également reçu des territoires hongrois en reconnaissance de ses services. Des fiefs en Hongrie méridionale lui ont été accordés, lui donnant des ressources supplémentaires et un refuge potentiel en cas de catastrophe. Ces possessions hongroises renforçaient ses liens avec la cour de Buda et lui donnaient un pied dans le monde occidental. Mais l'ordre du Dragon était plus qu'une alliance bilatérale. C'était un réseau international. À travers l'ordre, Stéphane a établi des contacts avec des princes allemands, des nobles italiens, des magnats polonais. Ces contacts ouvraient des opportunités commerciales, des sources de renseignements, des alliances potentielles. La diplomatie de Stéphane s'étendait bien au-delà de la Hongrie. Il a maintenu des relations étroites avec la République de Venise, la puissance maritime dominante de la Méditerranée orientale. Venise, en conflit permanent avec les Ottomans pour le contrôle des routes commerciales, voyait dans la Serbie un partenaire naturel. Les échanges commerciaux entre Venise et la Serbie se sont intensifiés sous Stéphane. L'argent des mines serbes s'écoulait vers Venise en échange de produits de luxe, d'armes, de textiles. Des marchands vénitiens s'établissaient dans les villes serbes, formant des communautés qui servaient aussi de source d'informations diplomatiques. Stéphane a également cultivé des relations avec Raguse, cette petite république marchande de la côte dalmate qui jouait un rôle disproportionné dans le commerce balkanique. Les Ragusains étaient partout dans les Balkans, leurs comptoirs commerciaux s'étendant de la Bosnie à la Bulgarie. Ils étaient les banquiers, les transporteurs, les intermédiaires indispensables du commerce régional. En accordant des privilèges aux Ragusains, Stéphane s'assurait leur loyauté et leur service. Il finançait ses projets, transportait ses marchandises, et surtout, il lui fournissait des informations sur ce qui se passait dans tout le monde méditerranéen. Leurs navires et leurs caravanes étaient les yeux et les oreilles de Stéphane dans un monde sans télégraphe ni téléphone. Les relations avec l'Empire byzantin étaient plus complexes. Byzance était l'ancêtre spirituel de la Serbie orthodoxe, le berceau de sa religion et de sa culture. Mais Byzance était aussi un empire mourant, réduit à Constantinople et à quelques territoires fragmentés, totalement incapable d'offrir une aide matérielle. Stéphane a maintenu des liens formels avec Constantinople, reconnaissant la primauté spirituelle du patriarche œcuménique, accueillant des réfugiés byzantins fuyant l'avancée ottomane. Mais il était réaliste sur ce que Byzance pouvait offrir, du prestige, de la légitimité culturelle, mais pas de soldats ni d'argent. Plus intrigantes étaient les relations de Stéphane avec les prétendants ottomans pendant l'interrègne. Nous avons déjà vu comment il a navigué entre Sulayman, Musa et Mimède, soutenant alternativement différents candidats selon les circonstances. Cette flexibilité était essentielle à sa survie. Mais même après la fin de l'interrègne et l'établissement de Mimède Ier comme sultan unique, Stéphane a maintenu des canaux de communication avec Constantinople. Il payait un tribut nominal, envoyait des ambassadeurs, participait occasionnellement à des campagnes ottomanes mineures. C'était un jeu d'équilibre délicat, assez de coopération pour éviter une invasion punitive, mais pas assez pour compromettre ses alliances occidentales. Cette double allégeance, à la Hongrie chrétienne et à l'Empire ottoman musulman, était la clé de la survie serbe. Aucun des deux suzerains n'était assez fort pour dominer complètement les Balkans, et Stéphane exploitait leur rivalité pour préserver son autonomie. Quand les Hongrois exigeaient trop, il menaçait implicitement de se rapprocher des Ottomans. Quand les Ottomans pressaient trop, il invoquait ses alliances occidentales. Chaque camp avait besoin de lui comme tampon contre l'autre, et Stéphane tirait profit de cette nécessité. Cette stratégie diplomatique sophistiquée a permis à la Serbie de jouir d'une paix relative pendant les dernières décennies du règne de Stéphane. Tandis que d'autres régions des Balkans étaient ravagées par des guerres constantes, la Serbie se reconstruisait et prospérait. C'était un exploit remarquable pour un petit pays coincé entre des empires hostiles. L'insigne du dragon que Stéphane portait fièrement n'était donc pas simplement un ornement. C'était le symbole d'une stratégie de survie, la marque visible d'une transformation diplomatique qui avait sauvé la Serbie de l'absorption ottomane pour au moins une génération de plus.
Il y a une contradiction apparente au cœur du personnage de Stefan Lazarvik qui fascine les historiens depuis des siècles. Comment un homme qui a passé sa vie sur les champs de bataille, qui a commandé des armées et ordonné des exécutions, qui a navigué dans les eaux meurtrières de la politique balkanique, pouvait-il aussi être un poète, un philosophe, un intellectuel raffiné? La réponse réside peut-être dans les circonstances uniques de sa formation. Stefan a grandi entre deux mondes, le monde slave orthodoxe de sa naissance et le monde turco-persan de sa jeunesse à la cour ottomane. Cette double exposition lui a donné une perspective que peu de ses contemporains possédaient. À la cour de Bayezid, Stefan n'a pas seulement appris l'art de la guerre. Il a été exposé à la riche culture littéraire du monde islamique. La poésie persane, avec ses ghazals raffinés et ses méditations mystiques, était hautement valorisée dans les cercles ottomans de l'époque. Les sultans eux-mêmes composaient des vers, et un homme cultivé était censé apprécier et pratiquer la poésie. Stefan a absorbé cette culture, l'a intériorisée, et l'a finalement synthétisée avec l'héritage littéraire slave qu'il portait en lui. Le résultat était une sensibilité artistique unique, capable de puiser dans des traditions diverses pour créer quelque chose de nouveau. Son œuvre littéraire la plus célèbre est Slovoljub, le mot de l'amour ou le discours sur l'amour, un texte méditatif qui explore la nature de l'amour divin et humain à travers le prisme de la théologie orthodoxe. Ce n'est pas une œuvre longue, peut-être quelques milliers de mots, mais sa densité philosophique et sa beauté stylistique en ont fait un classique de la littérature serbe médiévale. Dans ce texte, Stefan réfléchit sur les différentes formes de l'amour de Dieu pour sa création, l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour entre les êtres humains. Il s'inspire des pères de l'Église, de la tradition néoplatonicienne, et peut-être aussi des mystiques soufis qu'il avait rencontrés dans sa jeunesse ottomane. Le style de Stefan est remarquable par sa combinaison d'abstraction théologique et d'émotions personnelles. On sent, derrière les formulations savantes, un homme qui a véritablement lutté avec ces questions, qui a cherché un sens dans un monde de violence et de trahison. Certains passages semblent presque autobiographiques. Quand Stefan écrit sur la difficulté d'aimer ses ennemis, on ne peut s'empêcher de penser à sa relation complexe avec Bayezid et les Ottomans. Quand il médite sur le sacrifice et le devoir, on imagine les dilemmes qu'il a affrontés tout au long de sa vie. Au-delà de ses propres écrits, Stefan a été un mécène généreux des arts et des lettres. Sa cour est devenue un refuge pour les intellectuels fuyant l'avancée ottomane dans d'autres régions des Balkans. Des moines, des théologiens, des scribes, des peintres d'icônes ont trouvé asile et patronage en Serbie. Parmi ces réfugiés, le plus célèbre était Constantin le philosophe, un érudit bulgare qui est devenu le biographe officiel de Stefan. Sa vie du despote Stefan Lazarvik est notre source la plus détaillée sur le règne de Stefan, une chronique qui mêle information historique, panégyrique et réflexion morale. Constantin le philosophe présente Stefan comme le souverain idéal, un roi philosophe combinant la sagesse de Salomon, la bravoure d'Alexandre et la piété de Constantin le Grand. C'est évidemment un portrait idéalisé, une hagiographie plutôt qu'une biographie critique. Mais à travers les exagérations laudatives, on entrevoit un portrait d'un homme véritablement cultivé et réfléchi. Selon Constantin, Stefan passait ses rares moments de loisir à lire et à discuter de philosophie avec les savants de sa cour. Il avait rassemblé une bibliothèque considérable, contenant des manuscrits en slavon, en grec et peut-être en d'autres langues. Il méditait longuement sur les questions théologiques et aimait débattre avec les ecclésiastiques de son entourage. Cette image du prince lettré contraste de manière frappante avec les autres aspects de sa vie. Le même homme qui discutait de Platon et des pères de l'Église était celui qui avait chargé les lignes de Tamerlan à Ankara, qui avait combattu dans des dizaines de batailles sanglantes, qui avait parfois ordonné des exécutions sommaires de traîtres et d'ennemis. Comment réconcilier ces deux facettes? Peut-être n'y a-t-il pas de contradiction réelle. Les princes de la Renaissance italienne, quelques décennies plus tard, combineraient de manière similaire la brutalité politique et le raffinement culturel. Cesare Borgia, le modèle du prince de Machiavel, était un monstre politique et un connaisseur d'art. Laurent de Médicis écrivait des poèmes exquis tout en ordonnant des assassinats. Stefan appartenait à cette catégorie de dirigeants pour qui la culture et le pouvoir n'étaient pas contradictoires mais complémentaires. La cultivation de l'esprit affinait le jugement nécessaire aux décisions politiques. La méditation philosophique offrait un recul sur le chaos quotidien du gouvernement. Et le mécénat des arts projetait une image de légitimité et de prestige. Les monastères fondés ou restaurés par Stefan étaient les expressions les plus visibles de ce mécénat. Le monastère de Manasija, que nous avons déjà évoqué, était une forteresse autant qu'un lieu de culte, reflétant la fusion caractéristique de Stefan entre spiritualité et pragmatisme militaire. Mais Manasija n'était pas le seul. Stefan a également soutenu le monastère de Ravanica, fondé par son père Lazare avant Kosovo, faisant restaurer et embellir les bâtiments endommagés par les guerres. Il a patronné le monastère de Kalenik, célèbre pour ses fresques d'une délicatesse exceptionnelle. Il a fondé ou rénové des dizaines d'églises à travers son territoire.
Ces constructions servaient plusieurs fonctions simultanément. Religieusement, elle affirmait la piété de Stéphane et son rôle de protecteur de l'Église orthodoxe. Politiquement, elle démontrait la richesse et la stabilité de son règne. Culturellement, elle préservait et développait la tradition artistique serbe. Stratégiquement, beaucoup d'entre elles étaient des forteresses qui pouvaient servir de refuge en cas d'invasion. Les fresques de ces monastères méritent une attention particulière. L'art de la fresque byzantine était à son apogée dans les Balkans du XVe siècle, et les peintres serbes de l'époque de Stéphane comptaient parmi les meilleurs praticiens de cet art. Les fresques de Manasija, par exemple, montrent une maîtrise technique remarquable et une expressivité émotionnelle qui anticipent certains développements de la Renaissance italienne. Les visages des saints ne sont pas des masques stylisés mais des portraits individualisés, chargés d'émotions et de vie. Les draperies fluides, les architectures complexes, les paysages détaillés témoignent d'artistes au sommet de leur art. Stéphane lui-même apparaît dans plusieurs de ses fresques comme donateur, représenté selon les conventions de l'époque en train d'offrir un modèle de l'Église qu'il a fondée à la Vierge ou au Christ. Ces portraits, même idéalisés, nous donnent une idée de son apparence, un homme de taille moyenne, au visage allongé, portant les riches vêtements d'un prince byzantin. L'héritage littéraire et artistique de Stéphane a survécu à la conquête ottomane qui allait engloutir la Serbie quelques décennies après sa mort. Les manuscrits copiés dans ces scriptoria ont été préservés, cachés, transmis de génération en génération. Les fresques de ces monastères, bien qu'endommagées par les siècles, existent encore aujourd'hui et sont reconnues comme des chefs-d'œuvre de l'art médiéval. Plus important encore, l'idée du prince cultivé, du souverain qui combinait épée et plume, a persisté dans la mémoire culturelle serbe. Stéphane est devenu un modèle, un idéal à imiter pour les dirigeants futurs. Son exemple a prouvé qu'on pouvait être à la fois guerrier et intellectuel, que la culture n'était pas un luxe frivole mais une nécessité pour une nation qui voulait survivre et conserver son identité. Les dernières années de Stéphane Lazarević ont été assombries par une conscience aiguë de la mortalité, à la fois personnelle et nationale. À mesure qu'il approchait de la soixantaine, un âge avancé pour l'époque, il pouvait contempler avec satisfaction les réalisations de son règne. Mais il pouvait aussi voir les nuages qui s'accumulaient à l'horizon. L'interrègne ottoman était terminé depuis 1413, et l'empire se reconstruisait rapidement sous Mehmed Ier, puis sous son successeur Mourad II à partir de 1421. Les armées ottomanes redevenaient formidables, les ambitions de conquête renaissaient. La fenêtre d'opportunité que Stéphane avait exploitée pendant 20 ans commençait à se refermer. De plus, Stéphane n'avait pas d'héritier direct. Son mariage avait produit des filles mais pas de fils survivants. La question de la succession planait sur la fin de son règne, créant des tensions avec son neveu Ura Branković, qui était le candidat le plus probable pour lui succéder. Ura était le fils de Vuk Branković, un noble serbe qui avait été rival de la famille Lazarević après Kosovo. Les relations entre Stéphane et la famille Branković avaient été complexes, marquées par des conflits et des réconciliations. Mais sans héritier direct, Stéphane n'avait guère d'autre choix que de désigner Ura comme son successeur. Cette transition n'a pas été sans heurts. Stéphane et Ura avaient des visions différentes de l'avenir de la Serbie. Stéphane, marqué par son expérience ottomane, croyait à la possibilité de coexistence prudente avec l'Empire. Ura, plus jeune et peut-être plus naïf, était plus enclin à la confrontation ouverte. Ces tensions se sont manifestées dans les dernières années du règne, avec des désaccords sur la politique étrangère et sur l'administration du royaume. Stéphane a dû naviguer avec précaution, préparant la succession tout en maintenant son autorité jusqu'au bout. En parallèle, la santé de Stéphane déclinait. Les chroniques mentionnent des maladies récurrentes dans ces dernières années, peut-être aggravées par les blessures accumulées au cours d'une vie de combat. Le guerrier qui avait chargé à Ankara n'était plus capable de monter à cheval sans difficulté. Malgré ses infirmités, Stéphane a continué à gouverner activement jusqu'au bout. Il supervisait les affaires de l'État, recevait des ambassadeurs, arbitrait les disputes entre ses nobles. Il n'était pas homme à se retirer dans un monastère pour attendre la mort en prière, même si sa piété était authentique. La mort est venue le 18 juillet 1427, probablement à Belgrade, la ville qu'il avait transformée en capitale. Il avait environ 50 ans, selon les estimations les plus fiables de sa date de naissance. C'était un âge respectable pour l'époque, surtout pour un homme qui avait risqué sa vie sur tant de champs de bataille. Les funérailles ont été grandioses, dignes d'un despote qui avait été le plus puissant prince chrétien des Balkans. Le corps de Stéphane a été transporté au monastère de Manasija, sa fondation la plus chère, où il a été enterré dans un tombeau préparé de son vivant. Les moines qui l'avaient patronné ont chanté les offices funèbres, priant pour le repos de son âme. Mais les prières n'ont pas pu empêcher ce qui suivait. À peine Stéphane était-il dans sa tombe que les problèmes ont commencé. Ura Branković lui a succédé, comme prévu, mais son règne serait marqué par des défis constants. Les Ottomans, constatant qu'un nouveau despote moins expérimenté était au pouvoir,
ont immédiatement augmenté la pression. Les tribus ont été relevées, les exigences de soumission multipliées. La fragile autonomie que Stéphane avait préservée pendant des décennies a commencé à s'éroder. Les Hongrois, de leur côté, ont réclamé certains territoires que Stéphane avait tenus comme fief hongrois. Belgrade elle-même, la capitale que Stéphane avait construite, a été cédée à la Hongrie en 1427, quelques mois seulement après la mort du despote. C'était une perte symbolique autant que stratégique, le démembrement de l'héritage à peine le fondateur disparu. Ura a dû reconstruire une nouvelle capitale à Smederevo, plus au sud, une ville qu'il a fortifiée massivement mais qui n'aurait jamais le prestige ou l'importance stratégique de Belgrade. La Serbie rétrécissait, reculait, s'affaiblissait. Les décennies suivantes ont été une longue agonie. Ura a lutté bravement contre les Ottomans, alternant résistance et soumission selon les circonstances. Il y a eu des moments d'espoir, comme le siège victorieux de Belgrade en 1456. Mais la tendance générale était inexorable. En 1459, 32 ans après la mort de Stéphane, la Serbie médiévale a cessé d'exister comme État indépendant. Smederevo est tombé aux mains des Ottomans. Les derniers membres de la dynastie Branković ont fui en exil. Le pays est devenu une province ottomane, le Sandjak de Smederevo, et le resterait pendant plus de 350 ans. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire serbe. Le peuple a survécu, a préservé sa langue, sa religion, sa mémoire. Les monastères que Stéphane avait fondés ont continué à fonctionner sous la domination ottomane, protégés par leur statut religieux et les traditions de tolérance ottomane envers les dhimmis, les populations chrétiennes et juives. Les manuscrits de l'époque de Stéphane ont été copiés et recopiés, transmis de génération en génération. Les fresques de ces églises ont été préservées, vénérées par les fidèles qui venaient y prier. L'histoire de ces exploits est devenue légende, transmise oralement par les bardes populaires. Quand le nationalisme serbe a émergé au XIXe siècle, Stefan Lazarvik est devenu l'une de ses figures emblématiques. Il incarnait le passé glorieux avant la conquête ottomane, le temps où la Serbie était un État respecté parmi les nations européennes. Son règne représentait tout ce qui avait été perdu et tout ce qui devait être récupéré. L'Église orthodoxe serbe l'a reconnu comme saint, honorant sa piété et son rôle de protecteur de la foi. Sa fête est célébrée le 1er août selon le calendrier julien, commémorée par les fidèles serbes du monde entier. Aujourd'hui, Stefan Lazarvik reste une figure centrale de l'identité nationale serbe. Des rues, des places, des écoles portent son nom. Des statues le représentent dans les villes de Serbie. Son visage apparaît sur les billets de banque. Il est étudié dans les écoles, célébré dans la littérature, invoqué dans les discours politiques. Mais au-delà du nationalisme et de la mythologie nationale, que pouvons-nous retenir de la vie de Stefan Lazarvik? Premièrement, son histoire nous rappelle que la survie dans un monde hostile exige de la flexibilité, pas de la rigidité. Stéphane n'était pas un idéologue qui se serait fait massacrer pour des principes abstraits. Il était un pragmatiste qui a fait ce qu'il fallait pour préserver son peuple, même quand cela signifiait servir les ennemis de son père. Cette flexibilité n'était pas de la lâcheté. Il a montré son courage à Ankara, chargeant les lignes de Tamerlan quand la prudence dictait la fuite. Il a résisté aux pressions ottomanes quand c'était possible, exploité leurs faiblesses quand c'était opportun. Mais il a toujours gardé à l'esprit l'objectif ultime, la survie et la prospérité de son pays. Deuxièmement, son histoire nous montre que la culture et l'identité peuvent survivre à la conquête politique. Stéphane a investi massivement dans les monastères, les bibliothèques, les arts, non pas par vanité personnelle mais parce qu'il comprenait que ces institutions préserveraient l'âme serbe après sa mort. Il avait raison. Quand les armées ont été vaincues, quand les frontières ont disparu, quand les princes sont morts en exil, les manuscrits et les fresques ont continué à témoigner de ce que la Serbie avait été. Cette mémoire culturelle a permis la renaissance nationale des siècles plus tard. Troisièmement, son histoire illustre la tragédie des petites nations prises entre les grandes puissances. Stéphane a joué un jeu magistral, exploitant les rivalités entre Ottomans, Hongrois et autres pour préserver son autonomie. Mais il ne pouvait pas changer les rapports de force fondamentaux. Tôt ou tard, la Serbie serait absorbée par l'un ou l'autre des empires qui la convoitaient. Cette réalité n'enlève rien à la grandeur de ses accomplissements. Il a gagné du temps, des décennies de paix et de prospérité relative que son peuple n'aurait pas eu autrement. Il a construit des fortifications qui ont protégé les Balkans pendant des générations. Il a préservé une culture qui a survécu aux siècles d'occupation. Quatrièmement, son histoire pose la question éternelle du jugement moral en temps de crise. Était-il juste de servir Bayezid, le meurtrier de son père? Était-il honorable de combattre aux côtés des Ottomans contre les croisés chrétiens à Nicopolis? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Stéphane lui-même a probablement lutté avec elles tout au long de sa vie. Ses écrits philosophiques, avec leur méditation sur l'amour et le devoir, suggèrent un homme qui cherchait un sens moral dans un monde amoral. Peut-être la meilleure réponse est-elle celle qu'il a donnée par ses actes.
faire le maximum de bien possible dans les circonstances données, préserver ce qui peut être préservé, construire pour l'avenir même quand le présent semble désespéré. Stéphane Lazarvik est mort il y a près de 6 siècles, dans un monde radicalement différent du nôtre. Mais les dilemmes qu'il a affrontés, les choix qu'il a faits, les leçons de sa vie restent étonnamment actuelles. Comment survivre entre des puissances plus grandes? Comment préserver son identité sous la pression de l'assimilation? Comment trouver un sens moral dans un monde où les règles du jeu sont fixées par les forts? Ces questions se posent encore aujourd'hui, dans d'autres contextes, pour d'autres peuples. L'histoire de Stéphane Lazarvik ne donne pas de réponse définitive. Mais elle offre un exemple, un cas d'étude, une source d'inspiration. Un homme qui a refusé de disparaître, qui a fait de la survie un art, et qui a laissé derrière lui bien plus qu'il n'avait reçu. C'était le dragon qui servait le sultan. Et son feu brûle encore. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire tragique et fascinante de Stéphane Lazarvik, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement m'aide à continuer de déterrer ces destins anciens que l'histoire officielle a tendance à oublier. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Ensemble, nous pouvons rendre justice à ces figures extraordinaires qui ont façonné notre monde sans jamais recevoir la reconnaissance qu'elles méritaient. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une autre figure oubliée de l'histoire balkanique, Skanderbeg, le prince albanais qui a défié les Ottomans pendant 25 ans avec une poignée de montagnards. Comment un ancien janissaire est-il devenu le plus grand ennemi de l'empire qu'il avait formé? C'est une histoire de trahison, de courage et de résistance acharnée que je vous raconterai bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures dans les méandres de l'histoire.